Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. On approche de la 200e de Silence on roule, 5e édition du projet Surveillance de bornes sur rue. Charles Milliard aimerait avoir des bornes de recharge dans toutes les stations-service du Québec. Un financement de 900 millions pour une usine au Nevada. La surtaxe de 100% sur les véhicules chinois remise en question par des universitaires. Et Rivian investit 120 millions en Illinois. Un véhicule électrique soutenu par Jeff Bezos sera assemblé en Indiana. Montréal ajoutera 11 000 points de recharge publique sur son territoire. Chronique de l'autre côté de l'Atlantique avec Cédric Ingrand. On a une chronique sur la stratégie québécoise sur la recharge. Et à la place de la grande entrevue, vous pourrez aujourd'hui écouter le tout premier épisode de l'Electro Mobili Quiz. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 197 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent 2 semaines. Pour ma part, ça va super bien, d'autant plus que les billets s'envolent très rapidement pour notre événement le 14 juin prochain. Donc, notre 200e épisode de Silence on roule qui va être capté devant public le samedi 14 juin en après-midi à 13h30 à la microbrasserie La Brouchoppe de Sainte-Julie. Vous devez vous enregistrer et avoir des billets pour participer et il reste actuellement moins de 20 billets de disponibles. Donc, si c'est une possibilité pour vous de venir faire votre tour puis d'assister à ce moment très important pour nous, mais ça va être festif, plein d'informations, plein de surprises et d'invités surprises. Donc, vous voulez être là. Vous pouvez tout simplement visiter le 200.silenceonroule.com, donc 200.silenceonroule.com, ou simplement aller sur notre site web, silenceonroule.com, et suivre le petit bouton là, qui dit vous procurez vos billets pour la 200e. C'est gratuit, ça ne coûte rien, mais il faut réserver nos places car les places sont limitées à l'intérieur du pub. Donc, faites vite, je vous le dis, là, d'après moi, la prochaine fois qu'on se reparle, il ne restera plus grand-chose ou très près de. J'en profite également pour saluer, je vous le dis souvent, là, on a des auditeurs en or qui nous écrivent régulièrement pour soit nous poser des questions, nous laisser des commentaires. On a Benoît Lantier qui nous a écrit également, là, qui dernièrement, suite à des chroniques qu'on a fait, Benoît Lantier, là, qui est intéressé par la VinFast VF8. On a également Éric Côté qui a réagi, qui nous a écrit à propos là, de l'entrevue avec Laurent et son voyage en Europe. Donc, dans le cas d'Éric, lui, il a fait un voyage avec location de véhicules électriques en Belgique et dans les Pays-Bas, puis il nous explique que lui aussi, ça a super bien été là-bas. Donc, ceux que ça intéresse, là, vous pouvez aller dans nos archives de nos anciens épisodes et puis écouter là, cette entrevue qui est intéressante avec Laurent, qui nous expliquait avec quelle facilité et, je dirais, satisfaction il pouvait louer assez facilement en France, à tout de moins, là, une voiture électrique et puis profiter des paysages. Et il nous faisait part de la facilité avec laquelle il réussissait à se recharger également. Donc, très intéressant. Dans un autre ordre d'idée, une activité qui revient, c'est la 5e édition du test des bornes sur rue organisée par Didier Ernotte et Jean Désy. Donc, l'activité consiste à visiter des bornes sur rue, de les tester, regarder s'il y a des problèmes, que ce soit physiques ou de fonctionnement avec les bornes et de relever ces anomalies-là dans une application. Le but étant de fournir l'information pour assurer une réparation, une remise en service. On veut avoir un réseau de bornes publiques fonctionnel à 100%. Donc, si vous voulez participer, c'est les 17, 18 et 19 mai 2025. Donc, ça s'en vient très vite. Et pour vous inscrire, vous devez le faire en écrivant à Didier Ernotte. Là, son courriel, c'est le DERNOTTE, comme Dernotte, à commercial yahoo.com, YAHOO.com.
arlecourt.com. Participez en très grand nombre. Aujourd'hui, on a un épisode fort chargé, tout le monde. Écoutez, c'est la première de l'Electro Mobility Quiz, ce quiz de type génie en herbe avec des concurrents qui vont nous parler, qui vont répondre à des questions, je devrais dire, sur les voitures électriques. Donc, manquez pas ça, c'est super intéressant. Vous pouvez vous inscrire également, vous allez sur notre site web silenceonroule.com. Il y a une section quiz là, dans le bas. On cherche toujours des concurrents pour les prochaines joutes. Là, on a déjà des concurrents pour 4 ou 5 joutes, mais si ça vous intéresse de participer, allez donner votre nom là-bas. Ça coûte rien, il y a des prix à gagner. C'est très intéressant. Pas besoin d'être un petit génie, même si ça ressemble à du génie en herbe. Là, pas besoin d'être un petit génie de la voiture électrique. Simplement vous intéresser au domaine et puis avoir le goût d'avoir du plaisir avec nous. Ça risque d'être fort intéressant. En entrevue cette semaine, on a Cédric Ingrand avec sa chronique de l'autre côté de l'Atlantique qui va nous parler des nouveautés ou de ce qui se passe chez lui, qui, ma foi, sur certains points, ressemble beaucoup à ce qu'on vit ici. Hein. On est sur la même planète, finalement, et puis les soubresauts qu'on vit ici se ressentent également l'autre côté de l'Atlantique. Comme deuxième grande entrevue, je vous en parle pas, je vous garde un petit spécial, une petite surprise, vous irez écouter ça. Et ma foi, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Charles Milliard, le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, s'engage à imposer l'installation d'au moins une borne de recharge rapide pour véhicules électriques dans toutes les stations-service du Québec d'ici 2031 s'il est porté au pouvoir. Mais malgré cet engagement, il émet des doutes sur la capacité du Québec à interdire la vente des véhicules neufs à essence dès 2035 comme prévu. Un premier ministre, Charles Milliard, mettrait tout en œuvre pour y arriver, mais dans l'état actuel des choses, selon lui, c'est impossible sans des mesures beaucoup plus ambitieuses, a-t-il déclaré en entrevue. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a d'ailleurs reconnu que cette échéance pourrait être revue notamment à cause de l'incertitude liée au contexte politique américain. L'American Battery Technology a déclaré il y a une semaine avoir reçu une lettre d'intérêt de la Banque américaine d'import-export pour un financement de 900 millions de dollars destiné à soutenir la construction de sa mine de lithium et sa raffinerie située au Nevada, ce qui a fait bondir l'action de l'entreprise spécialisée dans les matériaux critiques pour les batteries de près de 20 %. Plus tôt ce mois-ci, la Chine a imposé des restrictions à l'exploitation des terres rares affectant l'approvisionnement occidental pour la production d'énergie, de défense et d'électronique. En mars, le président américain Donald Trump a invoqué des pouvoirs d'urgence pour stimuler la production nationale de minéraux critiques, dans le cadre d'un effort plus large visant à contrer le quasi-monopole chinois sur ce secteur. Le décret présidentiel a chargé les agences fédérales, y compris Exim, de faciliter l'octroi de permis de financement et l'accord d'achat anticipé pour les minéraux critiques, y compris les terres rares. Alors que le premier ministre Mark Carney s'apprête à rencontrer Donald Trump, le Canada est à un tournant économique. En 2024, suivant l'exemple de Joe Biden, Ottawa a imposé une surtaxe de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Mais cette décision est aujourd'hui remise en question, à la fois sur le plan commercial
climatique et diplomatique. Des experts comme Jessica Green de l'Université de Toronto dénoncent une politique suiviste envers les États-Unis qui a déclenché des représailles de Pékin, une surtaxe de 100% sur l'huile et la farine de canola canadienne, ainsi qu'une taxe de 25% sur les fruits de mer et le porc. La Chine, deuxième marché du canola canadien, a lourdement affecté les producteurs qui demandent une réponse urgente du nouveau gouvernement. Au-delà des conséquences agricoles, la surtaxe sur les véhicules électriques chinois pourrait compromettre les objectifs climatiques du Canada. Réduction de 40% des émissions d'ici 2030 et 100% de vente de véhicules zéro émission d'ici 2035. Le coût élevé des véhicules électriques reste un frein, alors que les modèles chinois, comme par exemple la Seagull de BYD, pourraient combler une importante lacune du marché. Rivian Automotive investit 120 millions de dollars dans un nouveau parc de fournisseurs en Illinois, marquant un nouveau succès pour le gouverneur J.B. Pritzker après l'annonce par l'entreprise d'un plan d'expansion de 1,5 milliard de dollars de son usine dans l'État. Ce parc de 1,2 million de pieds carrés situé à Normal permettra aux constructeurs de véhicules électriques d'augmenter sa production en 2026, date à laquelle il commencera la fabrication de son modèle R2, a déclaré le PDG R.J. Scaringe. Le site accueillera des entreprises produisant des pièces pour Rivian et créera près de 100 emplois directs. Pritzker cherche à faire de l'Illinois un pôle technologique pour le domaine émergent comme l'informatique quantique, les batteries et les véhicules électriques. L'an dernier, Rivian avait suspendu ses projets de nouvelle usine en Georgie, transférant la production prévue du modèle R2 vers l'Illinois. Selon la société, ce changement permettra de commercialiser le SUV plus rapidement et d'économiser plus de 2,25 milliards de dollars. Soutenu par le milliardaire Jeff Bezos, la Slate Truck, un véhicule électrique de 28 000 américains, sera assemblé dans une ancienne imprimerie de l'Indiana. L'usine de 1,4 million de pieds carrés accueillait autrefois une entreprise d'impression. Elle deviendra désormais le site principal de production de Slate Auto. Le constructeur automobile émergent Slate continue de faire parler de lui. La start-up de véhicules électriques soutenue par Jeff Bezos a été lancée la semaine dernière avec la promesse de produire des camionnettes électriques ultra sobres pour environ 27 500 $ américains avant l'application des crédits d'impôt fédéraux. Un nouveau rapport du Business Insider révèle que le Slate prévoit de fabriquer ces véhicules dans une usine située à Warsaw, dans l'Indiana. Selon le rapport, cette usine de 1,4 million de pieds carrés fonctionnait comme imprimerie jusqu'en 2023 et le site comprend des bureaux ainsi que des ateliers de production, chacun occupant environ 600 000 pieds carrés. Toujours selon ce rapport, l'entreprise a refusé de commenter la portion de l'installation qu'elle prévoit utiliser. La Ville de Montréal annonce un ambitieux projet visant à ajouter 11 000 points d'accès public à la recharge électrique de véhicules sur le territoire de l'agglomération de Montréal d'ici 2030. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan climat de la ville et vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dont le transport est responsable à 30 % tout en facilitant l'accès à la recharge pour les véhicules électriques. Les investissements de déploiement seront assez importants et les nouveaux leviers auront pour but de bonifier l'offre de soutien à la recharge sur son territoire, donc l'installation de bornes de recharge publiques municipales additionnelles, le financement d'un programme d'aide aux entreprises et institutions montréalaises afin d'électrifier leur parc de véhicules légers et lourds et l'électrification des stations de Bixi. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Cédric Ingrand, bien le bonjour. Salut Martin, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Pareillement, d'autant plus que semblerait que vous avez le temps chaud que nous n'avons pas. Exactement, on vous a volé le soleil, pourtant on l'a attendu moins longtemps que vous. Non, nous on a une espèce d'été précoce qui est arrivé la dernière semaine d'avril avec des températures à 30 degrés centigrades, je précise. Mais on l'a bien payé parce qu'on a aussi la plus grosse tempête de grêle de mémoire, honnêtement. Et ma voiture l'a bien payé aussi, la tempête de grêle. Ouais, ça, c'est plus ennuyeux. Mais voilà, tout ça c'est rééquilibré depuis.
Excellent. Ben écoute, il y a des choses qui nous séparent en termes de réalité, la température actuellement, mais d'autres pour lesquelles on se rapproche dangereusement et j'oserais dire au niveau des ventes de voitures électriques et de la baisse des ventes de Tesla et l'arrivée dans le top 10 de modèles qu'on ne s'attendait pas dernièrement. Je pense que vous vivez la même chose chez vous que chez nous, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire qu'on est sur un marché où les ventes de voitures électriques sont en hausse constante. Là où on avait cru que la progression s'arrêterait, non, non. Alors elle est d'une année sur l'autre, elle n'est pas massive. On est à plus 3%, à peu de choses près. Mais en revanche, même sur un marché qui lui continue de grandir, bah, pour la première fois, je crois, de mémoire, dans le top 10 des voitures vendues, des voitures électriques, attention, on ne parle que des voitures électriques ici, vendues en France en avril, eh ben, il n'y a pas un modèle de chez Tesla. Alors, je pense pas. Alors, on sait qu'évidemment, la marque Tesla a beaucoup souffert ces temps derniers. On sait aussi, et c'est souvent ce que mes confrères de la grande presse, j'ai envie de dire, ne comprennent pas, c'est que ça arrive à un moment où la nouvelle modèle Y arrive, mais doucement. C'est-à-dire qu'il y a l'espèce d'édition de lancement là, qui s'est vendue ces dernières semaines. Les modèles normaux, j'ai envie de dire, arrivent tout doucement. Moi, j'en ai vu très, très peu encore sur les routes. Mais quand même, moi, il y a un détail qui là vraiment me met la puce à l'oreille, c'est que, OK, très bien, la modèle Y est pas encore là, donc ça explique évidemment un creux massif dans les ventes. En revanche, ce que ça n'explique pas, c'est l'absence de la Tesla Model 3 dans le top 10. Alors évidemment, c'est pas la voiture la plus vendue de Tesla, mais quand même, c'était depuis très longtemps une voiture qui était de toute façon dans le top 10 des ventes, j'ai envie de dire presque mécaniquement, d'autant que c'est une excellente voiture. Je ne dis pas ça parce que c'est ma voiture, mais non, mais la dernière est objectivement une excellente automobile. Donc voilà, là, je pense que la marque Tesla souffre pas mal. Maintenant, ils ne communiquent pas sur leurs chiffres de précommande. Enfin, je pense que ce qu'il faudrait attendre, ce serait que la modèle Y de base, c'est-à-dire à propulsion, arrive sur le marché. Et là, on verra ce qu'il faut attribuer aux ventes intrinsèques de Tesla, ce qu'il faut attribuer aux problèmes de la marque et d'Elon Musk. Voilà. Donc, mais le deuxième effet Kiss Cool, comme on dit chez nous. Kiss Cool, c'est des bonbons à la menthe. C'est Ouais. une vieille référence publicitaire. Je suis même pas sûr que ce soit encore en vente. Mais la référence est restée. C'est quand même que dans ce top 10 des ventes chez nous, en France, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures françaises. D'ailleurs, le top 4 des ventes, c'est que des françaises et avec évidemment en haut du classement, au firmament, on en a déjà parlé récemment entre nous, la nouvelle Renault 5 électrique qui marche à fond sur la nostalgie de ce qu'était quand même à l'époque du thermique, la voiture la plus vendue en France, mais de très très loin pendant des années. Il s'est vendu en avril 2267 Renault 5, ce qui me paraît non, ça me paraît pas peu. Non, 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 c'est tout à fait très bien. Et de fait, là pour le coup, contrairement à la nouvelle modèle Y, des Renault 5, moi j'en vois partout sur les routes, en couleur jaune, sa couleur historique, mais aussi en noir, en blanc, en bleu, je crois aussi. Enfin, c'est un vrai succès. Ça dépasse le Renault Scénic, qui lui, pourtant, malgré tout, est voiture de l'année. C'est ce prix remis par les journalistes de la presse automobile en Europe. Donc c'est un carton plein. Alors là encore, faut pas vendre la peau de l'ours. On va voir les ventes et l'évolution des chiffres sur les prochains mois. Je pense qu'il est peut-être un peu tôt pour enterrer Tesla. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. J'ajouterais, pour terminer sur ce sujet, Cédric, ici, en plus, s'ajoute à ces variables-là qui impactent les ventes de Tesla, le fait que les changements dans le modèle de subvention ici, ou l'abandon de certaines subventions et les critères ayant changé, c'est très préjudiciable pour Tesla qui vend vraiment beaucoup moins. Uniquement à cause de cet état de fait-là, s'ajoute évidemment l'effet Elon Musk, s'ajoute les nouveaux modèles, etc. Donc, quand on met toutes les variables, on voit une baisse flagrante, mais quel pourcentage attribué à quel facteur ça devient excessivement difficile. Ça joue de vos petits problèmes de voisinage, disons-le quand même. Oui, ils sont très près de nous, oui, tout à fait. Écoute, dans un autre ordre d'idée, mais quand même, on parle de voitures et de ressemblance entre l'Europe et l'Amérique, mais
une voiture qui risque peu de faire son apparition chez nous, mais qui est quand même intéressante. La nouvelle Citroën Ami, est-ce que tu peux nous en parler? Absolument, parce que autant Renault à l'époque avait tenté de faire traverser l'Atlantique à sa Renault 5, qu'ils appelaient la Renault 5 Le Car. Moi, j'en avais vu quelques-unes sur les routes de Californie, je crois. Autant celle-là, la Citroën Ami, clairement, vous ne la verrez jamais. La Citroën Ami, c'est à peine une voiture, disons-le. C'est une voiture électrique, 100% électrique, sans permis. C'est-à-dire qu'on peut la conduire à partir de 14 ans. En fait, elle est déclarée comme une sorte de quadricycle électrique qui aurait un toit et des fenêtres. Euh, c'est une toute petite voiture, c'est vraiment une micro-citadine. Je n'ose, enfin, elle est pas exportable. Enfin, elle n'est pas exportable chez vous. Elle est juste pas, ça marcherait pas chez vous. Je veux dire, la batterie fait 5,8 kWh. Aïe, aïe, Alors aïe. évidemment, pour une voiture qui est extrêmement légère, mais c'est une pure citadine, et puis une citadine de pas trop grande ville. C'est-à-dire que l'autonomie, elle est en dizaines de kilomètres, enfin la vraie autonomie réelle. Mais c'est un véhicule extrêmement pratique. Et il se trouve que la première édition sortie il y a maintenant 5 ans, je crois, enfin dévoilée il y a 5 ans, c'est plutôt pas mal vendu. Ils en ont vendu près de 80 000. Alors, c'est une typologie d'acheteurs un peu particulier. D'abord, oui, j'ai oublié le prix, qui est quand même l'énorme attrait de la chose. Euh, Acheter 100% cash, c'est 6 900 euros. C'est pas cher. Aïe, 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 Euh, ouais. L'offre de location-vente, je crois qu'on met 3 000 euros sur la table et après, on paye tous les mois l'équivalent d'un abonnement de téléphone mobile, quoi. Enfin, voilà. La typologie de client, elle est particulière parce qu'évidemment, ça s'adresse à des gens soit qui n'ont pas encore le permis de conduire. Donc, c'est vrai que c'est une vraie alternative pour plein de gens face à des adolescents qui disent ouais, je veux un scooter, j'ai 15 ans. Voilà. Ouais, ben non, mon chéri, tu vas pas avoir un scooter avec lequel tu vas te faire du mal. Tu vas prendre ça là, ça va pas très vite. Mais tu auras un toit sur la tête. Tu auras quand même une certaine protection. C'est pas encore une Smart, mais c'est quand même plus sûr qu'une alternative à seulement 2 roues. Et souvent, on voit ces voitures aux alentours, on va dire, d'écoles un peu chic, voire de pensionnats un peu chic, parce que tant qu'à faire, voilà, où les élèves viennent par leurs propres moyens. Le redesign est léger, mais moi, je le trouve assez réussi. Ils ont même fait une édition buggy qui est faite là pour être une sorte de simili-voiture de plage. Enfin, une voiture de villégiature, si tu veux. Une voiture que tu laisses dans le garage de ta maison, en Bretagne, pourquoi pas, mais plutôt sur la Côte d'Azur ou en Corse, parce qu'il y a pas vraiment de fenêtre. Enfin, c'est plutôt une voiture d'extérieur. Un peu comme, et alors là, il y a que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, un peu la Méhari, qui était cette 2 chevaux remaniée, qui ressemblait à une espèce de Jeep extrêmement légère et pas très solide, mais vachement rigolote sur les routes de la Côte d'Azur. Donc voilà, on leur souhaite plein succès. Ça reste vraiment un ovni en termes d'automobile, mais c'est gonflé. Et moi, j'aime bien quand les constructeurs font des choses un peu gonflées, un peu, voilà. C'est-à-dire que je pense que le jour où il a fallu décider de faire ça, ils ont dû se poser la question 2, 3 fois, mais finalement, ça fonctionne. Et il y a même d'ailleurs une déclinaison, on va appeler ça une déclinaison, de la Citroën Ami dans une marque cousine de Citroën qui est Fiat. Et alors là, sur un mode beaucoup plus Cinquecento que je vous laisse aller découvrir. Mais malheureusement, clairement, vous ne la verrez jamais sur une route canadienne. On la verrait pas dépasser du pare-choc d'une Ford F-150. Enfin, ça n'a aucun sens pour vous. Et sa batterie suffirait à peine pour réchauffer le véhicule pendant le temps froid d'hiver. On pourrait même plus Alors, avancer. attends, ce que j'ai pas dit, et ça, faut le voir, regardez des vidéos, vous allez le voir. Alors là, la recharge est d'une simplicité terrible. C'est-à-dire que tu sors un cordon d'alimentation comme pour ton aspirateur. Tu vois, la prise est déjà là, tu la branches directement dans le mur, et ça y est, ça charge. Ça, au moins, Auto-rétractable. Exactement. Sur la simplicité, ils ont tout compris. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, venant de vraies voitures électriques, c'est autre chose. Je l'ai essayé dans Paris, c'est formidable, c'est très drôle à conduire, mais tu as quand même l'impression de conduire une mobilette électrique sur laquelle on aurait posé un toit. Ouais. Rapidement, Cédric, un dernier petit point, là. Donc, il est possible de recharger sa voiture en illimité pour 35 € par mois, c'est à peu près 55 $ canadiens. Mais cependant, il faut faire attention, hein. Il y a des informations qui sont données en tout petit qu'il faut bien prendre le temps de lire.
Alors attention, c'est pas un abonnement. Il y a déjà des abonnements sur des bornes de recharge publiques pour ce genre de choses, particulièrement pour des gens qui, par exemple, ont une place dans un parking public à l'année. Non, là, c'est un opérateur d'énergie, un fournisseur d'énergie qui s'appelle Octopus, qui lance une offre. Alors, c'est une offre qui lance pour l'instant uniquement en Grande-Bretagne, chez nos amis anglais. Et ils annoncent, voilà, vous allez pouvoir recharger chez vous en illimité pour 35 € par mois. L'équivalent, en fait, c'est une trentaine de livres sterling. Et moi, évidemment, si je fais les comptes, je me dis, bah oui, ça m'intéresserait bien parce que, précision, l'électricité chez nous coûte plus cher que chez vous. Ici, selon les abonnements, etc., et les heures creuses, et les heures pleines, et le week-end, et tout ça, on va dire que vous allez payer votre kilowatt entre 20 et 30 centimes d'euros, ce qui est quand même beaucoup par rapport à chez toi. Mais ce qui veut dire que non, payer 35 € par mois pour de manière forfaitaire, pas s'inquiéter, juste simplement brancher sa voiture et la recharger à volonté, c'est pas mal, surtout pour les gens qui roulent beaucoup. Mais évidemment, comme avec tous ces contrats d'énergie, il faut aller lire jusqu'à la dernière petite ligne, écrit tout petit. Là, c'est pas écrit si petit que ça, ils sont très clairs. Ils expliquent que de fait, c'est illimité, mais que ça ne fonctionne que pendant vraiment le cœur du cœur, même pas de la nuit d'ailleurs, ça fonctionne entre 4 heures du matin et 11 heures du matin. Donc là, c'est illimité, pendant 7 heures par jour. C'est bien, mais ça se calque pas forcément sur les modes de vie de monsieur tout le monde. Les gens qui qui quittent la maison tôt le matin pour aller travailler, il y a très peu d'heures de recharge. Là. En fait, c'est fait pour les gens qui télétravaillent et qui donc n'ont pas besoin de recharger tout le temps. Mais ça pose d'autres questions sur l'intérêt de l'offre. On va pas se moquer parce que ça peut suffire. Tu vois, si ta voiture est branchée, elle recharge entre, je sais pas, si tu pars de chez toi à 7h30 du matin, ta voiture recharge 3h30 par jour. Très bien, ça peut largement suffire, mais c'est à regarder. Alors, je pense que c'est un essai de la part d'Octopus Energy, qui est un opérateur présent dans pas mal de pays, pour voir s'ils vont exporter le modèle. Mais c'est vrai que là aussi, ça a quand même un intérêt, c'est que c'est une offre lisible. C'est-à-dire que les gens qui s'inquiètent en disant « j'ai pas de voiture électrique, combien ça va me coûter moi par mois ?» Tout à coup, ça met un tarif en face. Et là encore, ça peut aider certains à sauter le pas. Et en ce sens, c'est une offre qu'on va qualifier de positive. Tout à fait. Cédric, les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi et t'écouter, je rappelle qu'il y a tu as un podcast qui s'appelle Les Doigts dans la prise, qu'on peut trouver sur tous les sites de podcast. Toutes les plateformes habituelles, podcast où j'ai la joie de t'accueillir aussi. Tout à fait. Donc, voilà. Et il va y avoir un épisode là qui sort tout de suite, qui est très en retard, terriblement en retard. Et il y aura un autre épisode à la fin du mois parce que il y a, comme tous les ans, la journée du club des propriétaires de Tesla qui va se dérouler dans le sud-ouest de la France, à Roquefort, ça ne s'invente pas, et dans un parc d'attractions. Ce qui est amusant parce qu'évidemment, en ce moment, Tesla et les montagnes russes, forcément, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, je ne sais pas si c'était l'effet escompté, mais en tout cas, je trouve que c'est bien trouvé. Et ça, ce sera le dernier week-end de la fin de semaine du mois de mai. Voilà. On pourra s'en reparler avec grand plaisir. Cédric, un grand merci beaucoup pour ta présence. Merci, Martin. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
Et bienvenue à l'Electromobility Quiz, version 1, la première édition du quiz qui porte sur des questions en lien avec l'électromobilité, donc de près ou de loin avec les voitures électriques et tout l'écosystème autour de ça. Ça se veut décontracté pour le plaisir, puis on a avec nous une belle brochette de participants, des volontaires qui se sont jetés dans la gueule du loup pour cette première édition. Ça devrait être bien intéressant. C'est un projet, cette idée-là, c'est une idée qu'on a lancée en partenariat avec l'Association des véhicules électriques du Québec. J'ai avec moi un invité de marque qui est le directeur général de l'association, Michael Langlois. Bonjour, Michael. Bonjour, Martin. Michael va agir à titre de juge, d'arbitre. Donc, en cas de litige, il pourra confirmer que les réponses sont bonnes ou pas bonnes, tout dépendant de la situation. Et on va avoir des participants qui sont à distance, qui ont une application pour être capable de peser ce qu'on appelle communément le buzzer. Donc, moi, je vais voir ceux qui pèsent en premier, en deuxième, etc. Et on va pouvoir donner la parole là, aux gens en fonction de la vitesse avec laquelle ils ont pesé. Je vais vous demander, messieurs, d'attendre que les questions soient terminées d'être dites avant de peser sur le bouton. Même si au premier mot, vous avez déjà une idée de la réponse, on attend que la réponse soit, pas la réponse, mais que la question soit terminée avant de peser sur le bouton, s'il vous plaît. Il va y avoir des questions qui vont valoir 1 point, 2 points, 3 points. Ça va être progressif au cours du match. Donc, plus le temps va avancer, plus les questions vont valoir de points. Mais on va vous le dire à chacune des questions, combien de points ces questions-là valent. Évidemment, les questions de 3 points sont théoriquement un peu plus complexes ou plus compliquées que les questions d'1 point, bien entendu. Il va y avoir au milieu du quiz une question spéciale qui porte sur l'Association des véhicules électriques du Québec. Tout le monde peut répondre, évidemment, puis si vous l'avez, bien, vous allez avoir les points, bien entendu. Mais si la personne qui répond est déjà membre or ou platine de l'AVEQ, elle aura 2 points bonus. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas membre or ou platine de l'AVEQ, on vous invite à le faire. Vous allez sur le site aveq.ca, membre, et vous pouvez devenir membre. C'est l'un des nombreux bénéfices d'être membre de l'AVEQ que d'avoir 2 points bonus si vous répondez à cette question quand on sera rendu là. Il va y avoir des prix pour les gens qui sont ici. Donc, le gagnant de la joute de ce soir va gagner 1 an de membership hors de l'AVEQ ou une prolongation d'1 an s'il est déjà membre de l'AVEQ, y compris une tuque ou une casquette de l'AVEQ à son choix et un autocollant de Silence on roule. Les autres participants qui n'auront pas gagné auront quand même un prix de consolation qui sera une tuque de l'association et un autocollant de Silence on roule. Donc, tout ça va vous être acheminé gracieusement. Un gros merci à l'AVEQ, qui est le partenaire de Silence on roule et qui commandite ces prix de présence. On va présenter nos concurrents avant de lancer la partie officiellement. Notre premier concurrent, Mathieu Royer. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Mathieu, tu conduis un véhicule électrique, j'imagine? Oui. C'est-tu gênant de te demander lequel et depuis combien de temps tu roules électrique? Oui, un Ioniq 5 2023. Et tu roules électrique depuis 2023? C'était ta première voiture électrique? Excellent. On a également avec nous Alain Sauvageau. Bonjour, Alain. Bonjour, Martin. Alain, toi, est-ce que tu as une voiture électrique? Et si oui, depuis combien de temps? J'ai présentement 3 voitures électriques. Puis j'ai acheté ma première en 2018. 2018, donc déjà quelques années, 7 ans que tu roules électrique, toi, c'est bon. Je vais te demander si tu peux, Alain, parler peut-être un petit peu plus proche de ton micro. Ta voix est peut-être un petit peu moins forte que les autres. Là. C'est pas grave, à la limite, là, on l'ajustera a posteriori. René Beauchesne, bonjour René. Bonjour. Voiture électrique également? Oui, depuis 2017. 2017 aussi. Bon, ben, on a 2 que ça fait pas loin de 8 ans. C'est excellent, ça. Et quelle voiture? C'est-tu indiscret de le demander? EV6. EV6. Excellent. Et finalement, Émery Bélanger. Bonjour, M. Bélanger. Bonjour. Et on conduit quoi comme voiture électrique, M. Bélanger? Moi, j'ai une Volt. Une Volt? Une Volt EUV 2022. J'ai eu en juin 21. En juin 21. Excellent. Donc, on a 5 électromobilistes, des voitures différentes. C'est fantastique. Donc, on va pouvoir rapidement débuter le jeu maintenant, si vous voulez. Je vais vous demander maintenant, messieurs, de tous et chacun peser sur vos témoins pour qu'on teste que tout fonctionne bien. Oui, Mathieu, René, Alain, Émery. Parfait. Ça a très bien fonctionné. Je libère donc vos buzzers.
Bon, il faudra trouver un mot français pour buzzer, ça me fatigue. Je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, votre sonnerie. Votre sonnerie, votre sonnette. Bon, on va trouver un terme officiel pour ça, là, pour le dire en français correct. Donc, si vous permettez, on va maintenant pouvoir y aller avec la question numéro 1. Comment appelle-t-on l'action d'aviser notre véhicule d'une recharge rapide imminente afin que cette dernière prépare la batterie à la recharge rapide? Parfait. On a donc plusieurs... tout le monde a répondu, mais la personne qui était la plus rapide à répondre à la question, c'est Alain. Je vais donc te demander, Alain, quelle est la réponse selon toi? Préchauffage. Le préchauffage? Mauvaise réponse. La deuxième personne, c'est Mathieu. Mathieu, est-ce que tu as la réponse? Le préconditionnement. Excellente réponse, Mathieu. Le préconditionnement. Et je comprends qu'on s'est trompé avec préchauffage. Les deux sont souvent mêlés. Je vais me permettre de donner l'explication. En fait, on peut... Tu sais, c'est des concepts qui sont relativement nouveaux. Puis on peut utiliser les mots qu'on veut jusqu'à un certain point. Mais techniquement... Le préchauffage, c'est l'action de préchauffer le véhicule. C'est un peu comme le démarrage à distance. Donc, ce qu'on fait avant de partir, ça a essentiellement pour but de réchauffer l'habitacle et de faire en sorte qu'on va être plus confortable quand on va quitter avec notre voiture. Alors que le préconditionnement, c'est plutôt l'action de préparer la batterie à une recharge rapide. Évidemment, dans le cas de l'hiver, ça va réchauffer la batterie. L'été, ça pourrait faire l'effet inverse, la conditionner. Donc, que ce soit un système actif ou passif. Donc, dans la plupart des voitures modernes, là, il y a du liquide refroidissant ou du liquide qui va réchauffer la batterie et qui va essayer d'amener la batterie à une température là, quelque part entre 21 et 25 degrés Celsius, qui est la température optimale d'une batterie lithium-ion pour avoir une recharge rapide la plus performante possible. Et c'est quelque chose qui est relativement important, là, l'hiver particulièrement, quand on va avoir des performances intéressantes aux bornes rapides. Et des fois, les gens se disent « Ah, c'est moins vite l'hiver ». Bien, c'est sûr que si ta voiture ne peut pas préconditionner ou si elle peut le faire et puis tu ne l'as pas fait, bien, il est possible que ça soit un peu plus long de se charger à une borne rapide. On va donc pouvoir continuer avec une deuxième question. Encore une question qui va valoir, comme la première, là, un seul point. Donc, je pose la question à l'instant. Comment appelle-t-on un système qui transforme l'énergie du freinage en électricité pour recharger la batterie? Le plus rapide aura été René. René, je te donne la parole. Le e-pédale? Le e-pédale, c'est le nom que donne, par exemple, Nissan au système qui permet de faire cette action-là, mais ce n'était pas la réponse qu'on cherchait. Emery en deuxième. Emery? Régénération. Régénération, effectivement, le freinage régénératif ou la régénération. En fait, c'est, si on se rappelle de nos notions de sciences physiques du secondaire, là, un moteur électrique, quand on met de l'énergie sur les deux petits fils du moteur, il tourne. Mais à l'inverse, si on fait tourner avec nos mains, par exemple, le rotor du petit moteur et qu'on mesure sur les fils, on se rend compte que le petit moteur, il génère de l'électricité quand on le fait tourner. Donc, un moteur, c'est à la fois... C'est un moteur si on lui fournit de l'électricité, mais c'est une génératrice si on le fait tourner puis on mesure au fil. Donc, notre moteur de véhicule électrique, quand on roule à 100 km/h sur l'autoroute et qu'on enlève notre pied sur l'accélérateur, évidemment, l'auto a son air d'aller, elle continue à avancer. Donc, le moteur continue à rouler, même si on ne lui envoie pas d'électricité. Il va donc générer de l'électricité. On va récupérer cette électricité-là et on va la retourner dans la batterie pour être capable de l'utiliser plus tard. Ça a aussi pour effet de ralentir le véhicule de façon assez importante. Là, et le e-pédale permet justement de mettre en branle, en marche ou hors marche, là, ce système-là qui permet de ralentir le véhicule de façon magnétique par l'effet de régénération d'énergie plutôt que par les freins mécaniques. On va donc être prêt à passer à la question numéro 3. Donc, la question pour 1 point. Quel pays possède actuellement le plus grand nombre de voitures électriques en circulation? René a encore une fois été le plus rapide. René, je t'écoute. Norvège. La Norvège, mauvaise réponse. En deuxième, Mathieu. Mathieu, je t'écoute. États-Unis.
Et malheureusement, c'était pas ça. La bonne réponse, personne n'aura la bonne réponse. On prend juste les deux premiers. C'est la Chine. C'est en Chine qu'il y a le plus de voitures électriques sur les routes. En fait, il y a probablement plus de véhicules électriques qui roulent en Chine que tout l'Europe réunie ensemble. J'ai un ami qui revient de la Chine. En fait, ça fait à peu près un mois. Puis il me dit, Martin, on ne voit que des voitures électriques en Chine. Et cette personne-là, il était allé il y a une dizaine d'années. Puis il dit c'est le jour et la nuit, à la vitesse à laquelle la Chine s'est revirée de bord par rapport à l'électrification des transports, c'est fulgurant. Donc, la bonne réponse, c'était malheureusement, pour vous, c'était la Chine. OK, donc, on va poursuivre maintenant avec la question suivante qui va valoir toujours 1 point. C'est la dernière question d'1 point. Après ça, on va tomber dans des questions à 2 points. Alors, la question... Quel est le nom du réseau de bornes de recharge rapide développé par Tesla? Mathieu a répondu en premier. Donc, Mathieu, la bonne réponse? Superchargeur. Bonne réponse. Donc, le réseau de bornes rapides ou de réseau de recharge de Tesla s'appelle le réseau de superchargeur Tesla, Supercharger en anglais ou superchargeur en français. C'est une bonne réponse. On va maintenant pouvoir tomber dans les questions à 2 points. Et la prochaine question est la suivante. Quelle marque chinoise de voitures électriques connaît la plus grande croissance à l'international? René. BYD. Excellente réponse. C'est la compagnie BYD, qui est la voiture chinoise qui est la plus grande croissance à l'international. Pour votre information, cette voiture-là est très présente en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie, un peu moins ici, quoiqu'il y a quelques BYD, quelques taxis BYD à Montréal. Donc, ils ont plusieurs modèles comme la Dolphin, la Seal, par exemple. Et ils ont également, BYD, des usines de fabrication en Hongrie, au Brésil et en Thaïlande. Il y a plusieurs marques de voitures chinoises qu'on ne connaît pas parce qu'on ne les a pas ici, mais sont très présentes dans d'autres pays. En Europe, par exemple, on peut penser à MG, qui est propriété de SAIC Motors, qui fabrique la MG4, la MG ZS, etc. Il y a la compagnie NIO également, qui est une marque haut de gamme, très forte innovation. Permet aussi, ils ont des modèles que tu peux changer la batterie dans le véhicule, faire des swaps de batterie, ce qu'on ne voit pas beaucoup ici. C'est présent en Allemagne, en Norvège, dans les Pays-Bas. Il y a la compagnie Xpeng, qu'on entend parler de plus en plus, qui est déjà présente en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas. La compagnie Geely aussi, et la compagnie Great Wall Motors, qui ont deux sous-marques, là, Aura puis Way, qu'on voit de plus en plus en Australie et en Asie du Sud-Est. Toutes des véhicules par milliers, mais qui malheureusement ne se retrouvent pas en Amérique, donc on ne les connaît pas. C'est des noms qu'on n'est pas habitué de voir, mais ces compagnies-là existent quand même et fabriquent énormément de voitures. Je vous rappelle que BYD a vendu plus de véhicules électriques en 2024 que Tesla, et Tesla en vend beaucoup, donc ils en ont vendu très beaucoup. c'est ça la réponse. Monsieur le juge, tout va bien jusqu'à date? Tout est sous contrôle. Il n'y a pas de problème. On fait ça comme des champions. On va être rendu donc à la question suivante, qui est toujours une question de 2 points. Alors, je pose la question. Laquelle de ces deux entreprises a produit des voitures électriques à échelle de masse, donc avec une chaîne de production, en premier? Est-ce Nissan ou Tesla? Alain. Nissan. Bonne réponse, c'est Nissan qui a fabriqué des voitures électriques de masse en premier. 2010, aux États-Unis, les premières Nissan Leaf étaient vendues, alors que la première Tesla de masse était la Tesla Model S, qui, elle, est sortie en 2012. Il y avait cependant des Tesla qui existaient avant 2010, donc Tesla produisait des voitures électriques avant Nissan. C'était des Roadster fabriqués essentiellement à la main dans un garage, donc ce n'est pas de la production de masse ou sur une chaîne de production. Leur premier véhicule de production était la Model S en 2012. Alors voilà ce qui met fin à notre première partie de questions. Pour faire une petite diversion dans le milieu de tout ça, on va vous poser la question de l'Association des véhicules électriques du Québec, qui est une question qui va compter pour 2 points. Tout le monde peut répondre. Si vous avez la bonne réponse, vous avez automatiquement 2 points, mais je vous rappelle que si vous êtes membre hors de l'AVEQ, vous avez
un bonus de 2 points supplémentaires. Donc, la question avec. Dans laquelle, oui, de ces villes, l'AVEC n'a pas fait d'événement d'essai routier en 2023-2024? Est-ce Boucherville, Nomineng, Deux-Montagnes, Saint-Félicien ou Québec? René. Boucherville. C'est une mauvaise réponse. Il y a eu un événement avec à Boucherville l'année passée. Puis, on pourra vous donner les dates puis tout ça, si vous voulez. Là. On a tout ça, évidemment, en note. Mathieu, en deuxième, tu as le droit de réplique. Je vais essayer Québec. Mauvaise réponse. Il y a eu un événement à Québec également. La bonne réponse était Deux-Montagnes. Il n'y a pas eu d'événement de Deux-Montagnes, Michael, non. Puis il y en a bel et bien eu à Québec, puis il y en a bel et bien eu à Boucherville. Oui, bon. Tous ces événements-là sont... Si vous allez dans le site de l'AVEC, on les enlève une fois que les événements sont finis, mais si vous allez sur Facebook, dans événements, vous avez les événements passés, puis vous allez être capable de retrouver l'événement qui a eu lieu à Boucherville l'été ou fin de l'été, début de l'automne dernier, si ma mémoire est bonne. On va donc pouvoir continuer avec une autre question à 2 points. Donc, la question. Quelle est la voiture électrique avec la plus grande autonomie disponible en 2024 en Amérique du Nord? Mathieu. Lucid Air. Bonne réponse. La Lucid Air, qui est plus particulièrement le modèle Touring XR All-Wheel Drive, qui a une autonomie réelle. Puis quand je vous dis réelle, je l'ai conduit, fait que je vous le confirme. Je l'ai conduit en hiver. Elle avait 1h30 d'essai routier de fait, et j'avais encore en haut de 800 km d'autonomie dans le véhicule. Elle a, selon le PA, 835 km d'autonomie. Ensuite, il y a la Tesla Model S Plaid, la plus grosse, le nouveau modèle, qui a également là, tout près de 800 km d'autonomie ou dans ces eaux-là. Mais la Lucid Air Grand Touring est celle qui a le plus d'autonomie. Elle n'est pas non plus à la portée de toutes les bourses, mais c'est une voiture quand même assez exceptionnelle à conduire. Prochaine question, toujours 2 points. Que signifie l'acronyme BEV lorsqu'on parle de voiture? BEV. Mathieu. Battery Electric Vehicle. Bonne réponse. Battery Electric Vehicle, c'est l'abréviation pour une voiture électrique à batterie. En français, on dit une toute électrique. Contrairement à, par exemple, une hybride ou une hybride branchable. En anglais, on va dire BEV pour Battery Electric Vehicle ou PHEV pour Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Donc, c'est une voiture 100% électrique, ni plus ni moins. Donc, ça vaut 2 points. On va y aller avec une autre question de 2 points. Quel composant électronique programmé avec microprocesseur est crucial pour gérer l'énergie d'une batterie et optimiser son efficacité autant en charge qu'en décharge? Alain. J'ai accroché le bouton. Accroché le bouton. Emery. L'ordinateur. C'est pas assez précis. On va aller avec René. Ah. Je n'ai pas compris la réponse de l'autre. L'ordinateur. Il a dit l'ordinateur. Voyons, l'UCC, la batterie 12 volts. La bonne réponse était le BMS, ou ce qu'on appelle le Battery Management System. J'aurais accepté évidemment le système de gestion de recharge ou le système de gestion de batterie. Le BMS, c'est ni plus ni moins qu'un petit ordinateur que dans le véhicule dont la principale tâche est de gérer la charge et la décharge du véhicule. Je vous donne en gros là, ses fonctions clés.
Donc, il surveille en temps réel la tension de chacune des cellules, la température de la batterie, le courant de charge et de décharge, l'état de charge et de santé du véhicule. Le BMS équilibre la tension entre les différentes cellules de la batterie pour éviter qu'une cellule se détériore plus vite que les autres. Il va également couper automatiquement les systèmes en cas de surchauffe, de surtension, de court-circuit pour protéger la batterie. Ça évite évidemment les incendies, les pannes graves. Ça gère également la communication avec le véhicule, donc l'ordinateur de bord. Il y a un ordinateur dans le véhicule, un ordinateur central dans le véhicule. Bien, l'ordinateur central du véhicule communique avec le BMS, puis le BMS, lui, c'est un peu comme... c'est le vice-président aux opérations de la batterie, dans le fond. Il va donner toutes les informations qui sont en lien, puis il va permettre d'optimiser la recharge. Finalement, je vous dirais que c'est lui qui va gérer également la fameuse courbe de recharge quand on recharge un véhicule, puis qu'on dit, moi, mon véhicule rendu à 60%, normalement, la recharge va baisser de temps. Bien, ces décisions-là de baisser la vitesse de recharge à certains moments ou dans certaines conditions, c'est le BMS qui les prend en fonction de comment il a été programmé. Sans BMS, une voiture électrique ne fonctionnerait pas de manière fiable et sécuritaire. C'est le chef d'orchestre de la batterie. Alors voilà, on va pouvoir maintenant procéder avec la question suivante, qui est une question, encore une fois, de 2 points. C'est la dernière question de 2 points. Quel modèle électrique a remplacé Nissan comme voiture électrique la plus vendue au monde? Alain. La Tesla Model 3. La Tesla Model 3, c'est une bonne réponse. Donc, longtemps, comme voiture électrique, il n'y avait à peu près que la Nissan Leaf, mettons, la Volt, la Mitsubishi i-MiEV, là, dans les premières années de 2010, mettons, à 2013. C'était pas mal les voitures les plus populaires. Et quand la Model 3 est arrivée, elle a été hyper populaire et évidemment, elle a fini par remplacer voyons, je vais te le dire, la Nissan Leaf. Voilà. Donc, maintenant, première question à 3 points. On va y aller avec la question. Quel pays est le premier producteur de lithium essentiel pour les batteries de voitures électriques? Emery. Chine. La Chine. Mauvaise réponse. Alain. Brésil. Mauvaise réponse. La bonne réponse était l'Australie. On ne sait pas ça, mais c'est l'Australie qui produit le plus de lithium. 86 000 tonnes, c'est le plus grand producteur mondial. C'est suivi du Chili et de la Chine. Ensuite, l'Argentine et le Brésil. Par contre, au-delà de la production qui est faite, le plus grand potentiel, c'est Chili, Argentine, Bolivie, ce qu'on appelle le triangle du lithium. C'est là, dans le monde, que se trouvent 60% des réserves mondiales de lithium. Le temps file. On y va pour notre dernière question, qui est aussi une question de 3 points. Quel inventeur américain très connu a expérimenté avec une voiture électrique en 1914? Quel inventeur très connu a expérimenté avec une voiture électrique en 1914? Alain. Thomas Edison. Thomas Edison. C'est une bonne réponse. Et c'est surprenant, hein? Donc, Edison, à la fin du 19e siècle, là, il y avait 3 grands types de motorisation à cette époque-là. Le moteur à essence existait, il y a la voiture à vapeur, puis il y avait déjà des voitures électriques qui existent depuis le tout début, fin des années 1800, en fait. Et en 1914, Edison croyait fortement au potentiel de la voiture électrique. Il a développé une batterie nickel-fer spécialement destinée pour ce véhicule-là. Et en 1914, son grand ami Henry Ford a collaboré avec Edison pour faire une voiture électrique abordable qu'on a appelée la Ford Electric. Edison possédait d'ailleurs une voiture électrique de marque Detroit Electric, le constructeur américain très actif entre les années 1907 et 1939. Anecdote sympathique, lors d'une exposition, Edison aurait dit à Ford « Electric cars are the future » et Ford a répondu « Maybe, but not just yet ». Quand même, on est au début des années 1900.
Alors, ceci met fin à nos questions. Alors, on va être obligé d'y aller avec le dévoilement du pointage. Est-ce qu'on peut avoir un petit décompte, M. l'arbitre? Certainement. Donc, en troisième position, nous avons René avec 2 points. En deuxième position, Mathieu avec 6 points. Et le grand gagnant de cette première édition de l'Électromobility Quiz est Alain avec 7 points. Bravo, 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 Monsieur Alain, 7 points. Donc, Alain, je rappelle que tu te mérites un an de membership hors de l'AVEC, une tuque ou une casquette de l'AVEC à ton choix, ainsi qu'un autocollant de Silence on roule. Et les autres participants, vous aurez une tuque et un autocollant de Silence on roule. Je tiens à remercier chaleureusement nos participants, nos 4 participants. Vous avez été braves de tester la machine, qui n'était pas parfaite. On va s'améliorer, mais ça permet quand même d'avoir du fun. Vous avez été bien gentils. On rappelle à nos auditeurs que la prochaine diffusion d'Électromobility Quiz, donc le deuxième joute, aura lieu le 4 juillet. Vous pourrez l'écouter le 4 juillet prochain. Michael Lavec, merci beaucoup de votre collaboration sur ce projet de fou-là, puis vos beaux prix, puis tout ça. C'est toujours un plaisir de collaborer. Merci beaucoup. Merci de l'initiative. C'est très intéressant. Puis on se revoit dans les différents événements où l'AVEC sera présent cet été. Suivez le calendrier de l'AVEC. Vous allez voir un peu comme toujours, ils sont partout. Donc, là-dessus, on va continuer avec notre épisode en cours. Merci beaucoup à tous nos participants. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Le verre à moitié plein est une présentation de Roulons électrique, une campagne du gouvernement du Québec coordonnée par Équiterre. Pour en savoir plus sur toutes nos activités, visitez le site internet roulonsélectrique.ca. Pour des raisons personnelles et exceptionnelles, cette semaine, Daniel Rochefort n'a pas pu produire sa chronique. On a donc dû se revirer de bord assez vite et ça faisait longtemps que je voulais vous parler de la stratégie québécoise sur la recharge, qui est un document déposé par le gouvernement il y a 1 an et demi à peu près et qui a des impacts quand même assez majeurs pour l'électromobiliste québécois moyen. Donc, je voulais faire ressortir les impacts de cette politique-là et j'ai décidé de faire un test, de demander à l'intelligence artificielle de faire l'analyse du document en question. Donc, l'entrevue que vous allez entendre, les voix que vous allez entendre sont 100% des voix générées par l'intelligence artificielle à laquelle j'ai donné le document et je leur ai demandé d'analyser le document avec comme objectif de faire ressortir les éléments pertinents pour un conducteur de voiture électrique au Québec en 2025. Vous allez voir, c'est fascinant, c'est presque épeurant le résultat. Je vous mets tout de suite en garde. C'est à cause de situations exceptionnelles que j'ai fait ça. Je n'ai aucunement l'intention de produire des chroniques de façon répétitive ou encore successive là, avec l'intelligence artificielle. C'est exceptionnel cette semaine parce qu'on a dû se revirer de bord assez vite, mais les autres chroniques, les prochaines chroniques vont toutes être comme elles ont toujours été, avec des vrais chroniqueurs en chair et en os et avec des émotions, des vrais êtres humains.
Mais quand même, je vous propose d'écouter le résultat de cette analyse et vous m'en direz des nouvelles. On écoute ça tout de suite. Bienvenue à notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur un document quand même assez important, la Stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques 2023-2030. Oui, un document clé du gouvernement, du ministère de l'Environnement. Exact. Puis notre but, c'est de voir ce que ça veut dire concrètement là, pour les conducteurs de VE au Québec, ceux qui en ont déjà puis ceux qui y pensent. C'est ça. Parce que le Québec, on vise haut, hein? 2 millions de VE d'ici 2030, la carboneutralité pour 2050. Des objectifs ambitieux, effectivement. On est déjà pas mal en avance au Canada, là. C'est 39 % des bornes publiques. Mais là, comment on va soutenir toute cette croissance? C'est la première stratégie du genre au pays, juste sur la recharge. Exactement. Puis la stratégie, elle attaque un méchant défi, là, s'assurer que la recharge soit accessible, fiable, pour tout le monde, partout. Puis un point super important là-dedans, c'est ce qu'ils appellent les orphelins de recharge. Ah oui, j'ai vu ça. C'est qui ça exactement? Bien, c'est ceux qui n'ont pas accès facilement à une borne chez eux. Souvent, c'est les gens qui habitent en multilogement, en appart. OK. On parle quand même de potentiellement 3,2 millions de personnes. C'est un gros frein, tu sais, si tu peux pas recharger facilement la nuit. Ah ouais, c'est clair. C'est un point crucial. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les grandes lignes pour faciliter la vie de ces électromobilistes-là? Bien, la stratégie, elle repose sur 3 grands axes. Puis, il y a un investissement majeur qui vient avec ça, juste pour le déploiement des bornes. L'axe 1, on parle de plus d'1 demi-milliard de dollars. Un demi-milliard? Wow! OK, ça, c'est sérieux. Ça s'en va où, cet argent-là, en priorité? Est-ce que ça vise justement ces fameux orphelins? Absolument. C'est la priorité numéro 1 de cet axe 1, les multilogements. Il y a une nouvelle aide de 108 millions de dollars juste pour ça. OK. Pour aider à adapter l'infrastructure électrique dans les immeubles qui existent déjà. C'est là que ça change la donne pour les locataires, les copropriétaires. L'objectif, c'est d'avoir 600 000 places de stationnement prêtes pour la recharge d'ici 2030. Ça, c'est comme 35 % du total des places en multilogement. Quand même. Puis dès 2024, les nouveaux buildings de 5 logements et plus, ils devront être déjà adaptés. Le programme Rouler vert aussi est bonifié pour aider les gens financièrement. Puis Hydro-Québec a même un projet pilote d'1 million spécifiquement pour ces orphelins. OK, donc on attaque le problème à la base pour ceux qui habitent en appartement. C'est une bonne nouvelle. Et pour la recharge sur la route, là, quand on voyage? Ça aussi, on met le paquet. L'axe 1 prévoit 265 millions pour aider le secteur privé à installer plus de bornes rapides, les BRCC, là, et des bornes de niveau 2. OK. Puis Hydro-Québec, avec le circuit électrique, va en ajouter beaucoup aussi. Genre 2530 BRCC de plus et 4500 bornes niveau 2. Wow! L'idée, c'est d'améliorer le ratio. On vise une borne publique pour 16 VE en 2030. En 2023, on était à 1 pour 23. Ah, ça va réduire le stress de manquer de jeu, là. C'est le but. Moins d'anxiété d'autonomie. Il y a même un petit projet pilote pour les camions lourds électriques. Intéressant. Moins de stress pour trouver une borne rapide qui marche quand on fait Québec-Montréal, mettons. C'est un gain concret, ça. Puis pour les entreprises, les flottes de véhicules... Oui, elles sont pas oubliées. Il y a plus de soutien via des programmes comme Transporter vert ou PREETS pour les autobus scolaires. Ah oui, les autobus jaunes électriques. Exactement. La cible, c'est 65 % des autobus scolaires électriques en 2030. Il y a aussi 24 millions pour aider les gros projets d'électrification des flottes privées. D'accord. Fait que beaucoup de nouvelles bornes qui s'en viennent. Mais, avoir plus de bornes, c'est une chose. Est-ce que ça va être plus simple de les utiliser? Parce que des fois, c'est un peu compliqué, là. Ben oui, puis ça, c'est tout l'objectif de l'axe 2. Améliorer, disons, l'environnement d'affaires puis l'expérience de l'utilisateur. OK, l'expérience. Qu'est-ce qui change, là? Un gros changement, c'est la tarification. On s'en va vers une facturation au kilowattheure, au kilowatt consommé. Ah, enfin! Payer pour l'énergie qu'on prend, pas juste pour le temps passé à la borne. Exactement. C'est plus juste, surtout si la borne est plus lente, mettons. On réfléchit aussi à des tarifs spéciaux, peut-être pour les orphelins de recharge, tout en essayant de favoriser la concurrence entre les réseaux. Ça fait du sens. Puis pour le problème d'avoir 50 cartes puis 12 applications différentes pour se recharger. Ah, l'interopérabilité, c'est un autre point clé de l'axe 2. Pour simplifier ça, les nouvelles bornes qui vont recevoir des subventions devront être compatibles au minimum avec le circuit électrique. OK, ça c'est une bonne base. L'objectif, c'est clair, c'est de réduire le casse-tête, que tu n'aies pas besoin de jongler avec plein de comptes différents. Le paiement direct par carte de crédit ou débit va aussi être facilité. On veut que ce soit simple, comme faire le plein d'essence. Ça serait vraiment un gros plus au quotidien. Puis la fiabilité. On entend souvent des histoires de bornes grisées. Oui. L'axe 3 touche un peu à ça aussi, mais l'axe 2 parle de fiabilité dans l'environnement d'affaires. Des normes de fiabilité puis d'accessibilité sont en développement avec le groupe CSA.
TSA, OK. Puis ça pourrait devenir obligatoire pour avoir les subventions. Le but, c'est d'avoir moins de mauvaises surprises quand tu arrives devant une borne. On va aussi étudier les risques de cybersécurité liés aux bornes. Bon, OK. Donc, si je résume, l'impact direct pour le conducteur moyen. Plus de chances de trouver une borne, surtout si on habite en ville ou en condo-appart. Une facture plus juste, basée sur ce qu'on consomme vraiment. Moins de niaisage avec les paiements et les différents réseaux. Puis, on l'espère, des bornes qui fonctionnent plus souvent. C'est exactement ça. C'est un effort vraiment concerté puis financé pour enlever les obstacles à la recharge. Le focus sur les multilogements, c'est vraiment stratégique parce que c'était un frein majeur pour beaucoup de monde. Mm-hmm. L'objectif final, c'est clair, là, rendre ça facile pour que plus de gens passent à l'électrique et qu'on atteigne nos cibles. C'est une grosse transformation qui touche autant l'infrastructure, le béton, que le portefeuille, puis la patience des conducteurs, là. Ça redéfinit pas mal tout l'écosystème de la mobilité électrique au Québec. Tout à fait. Puis ça a même une question intéressante pour la suite, je trouve. Là, on met des bornes dans les stationnements, on adapte les buildings, mais comment on pourrait intégrer la recharge de façon encore plus organique dans nos villes? Ah, comment ça? Bien, au-delà des stationnements dédiés, est-ce qu'on pourrait imaginer la recharge intégrée, mettons, au mobilier urbain, sur les lampadaires, en bordure de rue, pour que ça se fonde vraiment dans le décor, que ce soit juste là, disponible sans même y penser? Intéressant. Comme piste de réflexion pour le futur. C'est pas parfait, mais avouez que c'est impressionnant. Alors, sur ce, on va tout de suite à notre prochaine étape, les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Ce vendredi 9 mai, de 9h à 19h, il y a un événement, l'incontournable de la mobilité durable en Beauce. Ça aura lieu à la Polyvalente Saint-Georges, c'est sur la 25e avenue. Le grand rendez-vous environnemental, Journée de l'environnement 2025 de Prévost, c'est le 17 mai, de 9h à 14h à l'école Val-des-Monts sur la rue de l'école. Donc, vous pourrez avoir accès à de l'information des bénévoles, des essais routiers, etc. Et maintenant, ce qui a trait aux conférences à venir, la prochaine conférence aura lieu le 10 juin à 19h à la Bibliothèque municipale de Mercier, où j'aurai la chance de faire ma conférence sur le survol électrisant de l'électromobilité. La prochaine conférence ensuite prévue est le 29 octobre à 19h à la Bibliothèque Léo Lecavalier de la Prairie. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs aujourd'hui, c'est-à-dire Cédric Ingrand, Michael Langlois, Mathieu Voyer, René Beauchesne, Émery Bélanger, Alain Sauvageau et j'imagine qu'il faut le dire, ChatGPT. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Viau, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon Électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et les informations générales sur les voitures électriques, écrivez plutôt à info@avq.ca. Vous avez accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.